Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo donc sur un exercice de centrale qui est tombé à Math 2 en MP. Donc Math 2 c'est la deuxième épreuve qui nécessite des questions d'IPT, donc il faut se munir d'un ordi et on est parti pour faire un peu de Python. Donc on considère E l'espace des fonctions continues de R dans R et T l'application donc de E dans un espace à déterminer qui est défini, donc c'est un opérateur intégral. Donc la première question c'est une question d'IPT. Deuxième question, il faut montrer que t-1 est un endomorphisme de E, que l'image de t est incluse dans C1 de R. Troisième question IPT, et ensuite on s'intéresse à une suite de fonctions. Il faut montrer que fn converge uniformément vers une fonction à préciser, que le résultat ne change pas si on initialise la suite fn par n'importe quel f0. Donc voilà pour l'énoncé, n'hésite pas à mettre sur pause, à chercher l'énoncé par toi-même. Lâche un petit like si tu penses que la vidéo peut être utile et je vais donner des indications pour simuler l'interaction avec le correcteur. Et ensuite je vais passer à la correction de cet exercice. Allez, donc pour les indications, première indication, pour calculer l'intégrale de a à b de f de t dt, il faut utiliser scipy.integrate.quad f de ab crochet 0. Deuxième indication, donc la fonction qui a x va associer l'intégrale de 0 à x de f de t dt, et de la même manière la fonction qui a x va associer l'intégrale de 0 à x de t f de t dt. C'est des primitives respectives de f et de t, donc la fonction qui a t va associer tf de t, et ces fonctions sont donc C1. Troisième question, pour Python, il faut écrire un programme par récursivité. Deuxième indication, la conjecture, c'est la suivante, c'est que les t puissance k de cos sont tous égaux à cos. Quatrième question, il faut calculer t de cos et en déduire fn égale t puissance n de cos. Conclure la convergence uniforme voulue. Cinquième question, il faut montrer que si fn égale t puissance n de f0 avec f0 appartenant à e quelconque, alors fn converge uniformément vers cos. Deuxième indication, il faut calculer gn plus 1 en fonction de gn à partir de s égale 1 moins t. Dernière indication, majorer pour tout x dans R la valeur absolue de gn de x à l'aide du sub des gn de x pour x parcourant moins a. Et pourquoi cela existe-t-il? Allez, donc première question, le code de Python est le suivant, on considère du coup tf de x. Donc à l'intérieur, on va considérer définir une fonction g de t qui renvoie x moins t f de t. Donc ça c'est la fonction intégrante g en fait. Et ensuite t f de x doit renvoyer l'intégrale donc de 0 à x de g. Et donc la syntaxe est la suivante, c'est qu'il faut écrire fonction.quad, et nous on a défini scipy.integrate as integer, donc on peut utiliser integer.quad de g0x. La syntaxe c'est pour l'intégrale de a à b de g de t dt, c'est g borne inférieure intégrale, donc 0, borne sup intégrale, donc c'est x, et crochet 0, ça donne la valeur de l'intégrale, sinon crochet 1, je crois que ça donne l'erreur sur l'intégrale. Donc c'est vraiment nous la valeur qui nous intéresse, donc il faut mettre crochet 0. Et effectivement, j'ai défini les fonctions, mais c'est pas la peine pour le concours, vous n'aurez pas le temps, et moi c'est juste pour me rappeler de ce que font les fonctions. Allez, donc on est parti pour la deuxième question. Donc on va commencer par vérifier que l'image de t est incluse dans C1 de R dans R. Donc l'ensemble des fonctions continues, donc dont la dérivée est continue. Donc on prend f dans E, x dans R, et on calcule tf de x, donc par définition c'est ça. Et cette intégrale-là, on peut la casser en deux intégrales, et on va utiliser le fait que l'intégrale de 0 à x de f de t dt, c'est une primitive donc de la fonction f, et donc elle est C1 de la même manière pour la fonction qui à t va associer tf de t. Donc ces fonctions, les fonctions intégrantes, elles sont continues. Pourquoi? Parce que f est dans E, donc aussi le produit t, donc cette intégrante-là aussi est continue par produit de fonction continue. Donc la fonction grand f qui a x va associer x fois l'intégrale de 0 à x de f de t dt. De la même manière, la fonction qui a g de x va associer l'intégrale de 0 à x de t f de t dt. C'est des primitives de ces fonctions-là. Donc fg sont C1. Et tf, ça s'écrit 1 moins f plus g, et donc tf elle est C1 par somme de fonctions C1. Voilà, pas de problème pour ça. Et comme c'est vrai pour tout f dans E, l'image de t est incluse dans C1 de R dans R. Maintenant on va montrer que t-1 appartient à L de E, donc c'est un endomorphisme de E, et on va poser S égale t-1. Donc
il faut montrer que S est linéaire et que S arrive dans E. Donc premièrement, la question précédente, elle montre que TF est C1, donc en particulier elle est dans E. Pourquoi? Parce que l'ensemble des fonctions C1 est contenu dans l'ensemble des fonctions C0. Par somme de fonctions C1, on en déduit que S donc S arrive dans E, c'est-à-dire que pour tout F dans E, S de F appartient à E. Maintenant, il reste à montrer la linéarité, donc pas de T mais de S, qui s'obtient par la linéarité du produit réel et par la linéarité de l'intégrale, donc rien de transcendant. Je prends, du coup, je calcule S de F plus lambda G pour F et G quelconque dans E, lambda dans R et X dans R. Et je vérifie que ça fait S de F de X plus lambda S G de X, ce qui est bien le cas. Et donc, vu que les fonctions coïncident, c'est que S de F plus lambda G, c'est S de F plus lambda S de G. Et donc, ça montre que S est linéaire et elle arrive bien dans E, donc T-1, c'est-à-dire S est bien un endomorphisme de E. Allez, donc on est parti pour la question 3, donc voici le code. Donc, premièrement, donc iter t de f k x, c'est une fonction récursive. Donc, si k égale 0, on return f de x, dans le sens où on renvoie f0. Sinon, on fait des appels récursifs aux fonctions t puissance k-1 de f. Ensuite, on va fixer a, donc un paramètre, parce qu'en fait, on va tracer du coup donc t puissance k f sur moins a. Donc, on fixe a égale 3, et après, on joue avec la valeur du paramètre. X égale np.range moins AA 0,01, donc ça permet de parcourir moins AA par un pas régulier de 0,01, donc c'est à savoir faire. Et K, donc on prend une petite valeur de K pour ne pas avoir à faire trop d'appels récursifs, donc là on a pris K égale à 3. Donc voici le tracé qu'on obtient. Donc on obtient ce tracé-là et on voit que toutes les courbes sont superposées. Donc là j'ai mis pour A égale 3. Et on voit que k égale 0, k égale 1, k égale 2, les graphes sont superposés. Donc on conjecture que les t puissance k de cos coïncident sur moins 1a pour k dans n. Donc tous les puissances t k de cos, ils coïncident. Et comme la conclusion, elle ne change pas selon, donc en variant la valeur de a, les t puissance k de cos coïncident sur R pour k dans n. Donc voilà pour cette question, on conjecture du coup que les t puissance 4 cos coïncident tous sur R. Donc on est parti pour la question 4. La question 4 qui est posée de manière un petit peu bizarre parce qu'on a vu la question 3 qu'en fait les t puissance 4 de cos ils ont l'air de coïncider, donc ça veut dire que t de cos ça va être égal, t carré de cos ça va être égal à t de cos, etc. Donc on va calculer t de cos et on va voir ce que ça donne. Et après t carré de cos, etc. pour voir, normalement on devrait toujours trouver la même chose. Donc on va calculer t de cos et montrer que ça vaut en fait cos. Donc t de cos de x, par définition ça donne ça. Et on va faire une intégration par partie. Donc pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est licite. Parce que les fonctions elles sont continues. J'ai mis continue mais elles sont même C1, c'est pour ça qu'on a le droit de les dériver. Et le crochet il admet des limites, les limites finies. Donc ça donne ça, voilà, on fait une intégration par partie classique. Le crochet ça fait 0. Et l'intégrale donc de 0x de sin de t dt, ça fait du coup entre 0 et x, ça fait moins cos de x plus 1. Donc au final, on trouve t cos de x qui vaut cos de x. Donc ça montre que t de cos, ça vaut cos. Donc par récurrence immédiate, t puissance n de cos, ça vaut cos pour tout n. Donc ça veut dire exactement avec la définition de fn, c'est que pour tout n, fn égale f0. La suite de fonction fn elle est constante, elle converge uniformément vers f0 puisque fn moins f0 ça vaut 0 et ça tend bien vers 0 pour n qui tend vers plus infini. Donc à cette question on répond que fn, donc les t puissance n de cos, ça converge uniformément vers cos. Donc on est parti pour la 5e question, donc elle est un petit peu obscure cette 5e question, quand on te demande de généraliser on a un peu du mal à savoir d'où partir, parce qu'effectivement on a montré dans la 4e question que si f0 était égal à cos, alors fn convergeait uniformément vers f0, qui était égal à cos. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut montrer? Est-ce qu'il faut montrer que fn converge uniformément vers f0 ou vers cos? Donc on va s'interroger sur le résultat généralisé, on va regarder ce qui se passe quand f0 c'est la fonction qui a x va associer x carré, donc la fonction quadratique. Donc j'ai tracé cos en noir, et j'ai tracé les itérés, donc les graphes des itérés pour k égale 0, k égale 1, k égale 2, k égale 3. Donc c'est respectivement bleu, orange, vert et rouge. Donc on voit que quand k augmente, ça converge vers la courbe de cos. Donc on
on a l'impression que t puissance k de f0 semble converger, donc uniformément, vers cos. Donc c'est ce qu'on se propose de montrer. Donc on prend f0 dans E, on pose fn égale t puissance n de f0, et on utilise toujours s égale t-1. Donc voilà, et on va poser du coup gn égale fn moins cos. Donc ça c'est quelque chose d'assez habituel, c'est que quand on veut montrer que fn tend vers cos, on va montrer que la différence tend vers 0. Donc on prend n dans grand N et on va essayer d'obtenir une relation de récurrence sur les Gn. Donc Gn plus 1 par définition c'est Fn plus 1 moins cos. Fn plus 1 c'est quoi par définition? C'est T de Fn, et cos on utilise le fait que c'est T de cos, puisque à la question précédente on a vu que T de cos valait cos. Et ensuite on remplace T par sa définition, c'est-à-dire 1 plus S. Et donc au final il va juste nous rester S de Fn moins S de cos, mais S étant linéaire par une question précédente, on récupère S de Fn moins cos. Et donc Fn moins cos c'est Gn, donc on a Gn plus 1 égale S de Gn, et donc par récurrence immédiate on a que Gn c'est S puissance n de G de 0, et donc on est pas mal parti, et on aimerait avec cette hypothèse de récurrence donc majorer la valeur absolue de Gn pour montrer cette convergence uniforme de Gn vers 0, la fonction nulle j'entends. Pour ça on va procéder par tâtonnement. Je vais prendre x en positif pour pas me prendre la tête. G1 de x en valeur absolue, c'est SG de 0 de x en valeur absolue, et donc c'est la valeur absolue de cette intégrale là, donc on essaie de la majorer, donc on utilise l'inégalité donc triangulaire. Donc il y a deux morceaux à travailler. Le premier morceau c'est la valeur absolue de G0 de t. Ça c'est comme on essaie de trouver des majorants, on a un argument phare, c'est que G0 est continu sur un segment, donc G0 est borné sur ce segment, et on va noter mx ce majorant là. On va voir que considérer un majorant qui dépend de x, ça va pas être astucieux, puisque la convergence uniforme on doit trouver un majorant qui ne dépend pas de x. Pour l'autre côté, donc la valeur absolue de x moins t, vu que t parcourt 0x, c'est exactement x moins t, et x moins t est inférieur ou égal à x, toujours parce que t est positif. Donc au final on va récupérer que g1 de x est inférieur ou égal à mx fois x fois l'intégrale de 0x dt, donc on récupère que g1 de x est inférieur ou égal à x carré mx, ça dépend de x. Donc ça pose problème, mais pour se débarrasser du x, on a toujours l'argument phare en analyse, c'est de plonger x dans un segment de la forme moins a où a est dans R, de sorte que en particulier on ait que mx est inférieur ou égal à ma, qui est donc le sub de g0 sur moins a qui est toujours un segment, et g0 est en continu, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Qu'on a cet argument-là, et en particulier, on peut toujours majorer x carré par a carré. Donc c'est surtout, donc il n'y a pas de problème pour les x quand ils sont dans les x carrés. Par contre, pour les majorants qui dépendent de x, ça va nous être une épine dans le pied. Donc mx, on le majore plutôt par ma. Donc si x est positif, qu'est-ce qu'on fait? G1 de x est inférieur ou égal à ma x carré. Et G2 de x, qu'est-ce qu'on a? On a exactement le même argument, c'est x moins t fois la valeur absolue de G1 de t. G1 de t, on a dit c'est inférieur ou égal à ma fois t carré. Et x moins t c'est inférieur ou égal à x. Donc voilà. Et au final on récupère ma fois x fois l'intégrale de 0x de t carré dt. Et donc on va récupérer l'intégrale de 0x de t carré dt, ça va faire x cube sur 3, et avec le x ça va faire x 4 sur 3, donc ça va faire apparaître du coup des facteurs qui sont impairs au dénominateur, et donc quitte à simplifier, on n'a qu'à dire qu'un tiers c'est plus petit qu'un demi, de sorte que G2 de x est inférieur ou égal à ma x puissance 4 sur 2, et comme ça on récupère le 2 du G2 de x, et ainsi de suite. Donc voilà, maintenant si x est négatif, l'intégrale de 0 à x c'est moins l'intégrale de x à 0, et on fait exactement la même chose pour obtenir que gn de x est inférieur ou égal à ma fois valeur absolue de x puissance de n sur n factoriel. Et donc je vous propose de montrer ça par récurrence, je vous laisse le faire, mais en fait tous les arguments ont été donnés dans ce que je viens
d'exprimer. Donc il faut montrer pour tout n dans grand N, donc par récurrence, pour tout x appartenant à moins à a, Gn de x est inférieur ou égal à ma fois valeur absolue de x puissance 2n sur n factoriel. Et donc voilà, une fois qu'on a établi ce résultat, eh bien on peut toujours, c'est ce que je disais, majorer x puissance 2n par a carré à la puissance n. Et le membre de droite, enfin, tout ça, ça montre que le sub des Gn de x il est inférieur ou égal à ma fois a carré puissance n sur n factoriel, et ça tend vers 0 pour croissance comparée. Et donc tout ça, ça montre que le sub donc, des fn moins cos tend donc pour x qui parcourt moins à a, ça tend vers 0 pour n qui tend vers plus infini. Et donc tout ça, ça montre que Fn converge uniformément vers cos comme voulu. Voilà, donc c'est fini pour cet énoncé. J'espère que tu auras appris des choses. En tout cas, c'était un exercice assez intéressant avec des itérés d'un opérateur intégral, ce qui est quelque chose d'assez classique à Centrale, qui est déjà tombé à l'écrit Centrale MP 2020 avec les opérateurs à noyaux intégraux. Donc voilà, c'est un classique à maîtriser pour ce concours et aussi savoir faire les questions d'informatique. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à mettre la cloche pour que je puisse t'accompagner au mieux pour ces dernières sessions de révision avant les oraux. Et j'espère te retrouver sur une de ces vidéos-là. Salut!